reste un match-up moins dangereux pour Benoît que Beneil Dariush. Et là, bim, il attaque sur une guillotine depuis la montée, par exemple. Ouais. On y a cru plusieurs fois, les gars. 2022, on a pensé qu'on pourrait avoir une ceinture pour un Français, ça l'a pas fait. 2023, on s'est dit pourquoi pas contre John Jones et Algan, ça l'a pas fait. 2025, 2 tentatives, Fiorot, Gane, contre Shevchenko, contre Aspinall, pas de ceinture non plus. Est-ce que 2026, ça va le faire ? En tout cas, ce que je constate dans tes stats, c'est que ça va en progressant. Ça va en progressant parce qu'on en a eu, Il y en a deux en 2025. Il y en a eu 2 en 2025. Et il pourrait y en avoir plusieurs aussi en 2026. Et ouais, il pourrait y en avoir plusieurs, surtout que là, il y a un gars qui s'appelle Benoît Saint-Denis qui, ça y est, a intégré le top 10 de sa catégorie. Il est dans le top 10 des moins de 70 kilos et il va avoir un très gros défi pour pouvoir essayer de se faire une petite place vers un title shot, pourquoi pas cette année, peut-être l'année prochaine, on verra pour Benoît Saint-Denis. D'abord, rendez-vous avec Dan Hooker en Australie, on en parle aujourd'hui dans la carte. On va aussi évoquer le combat principal de cet événement à Sydney entre Volkanovski et Lopez. C'est une revanche, c'est parti pour la carte. Et la carte, c'est votre émission AMC Sport en partenariat avec BetClick. Il y aura des démonstrations, des pronostics, des analyses. Évidemment, BetClick, c'est l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Et les commentateurs officiels chez RMC Sport pour commenter les combats chez RMC Sport, notamment l'UFC, c'est Antoine et Taylor. J'espère que vous allez bien, les amis. Ça va super, Charles. Ça va. Super. Bon, je suis content. Vous m'avez déjà dit que potentiellement 2026, ça pouvait le faire pour un Français. On va voir, on va y aller tranquille. On va commencer avec Benoît Saint-Denis, dont on va parler aujourd'hui, avec une carte qui va se passer à Sydney, Australie, qui est un peu sur mesure pour le marché là-bas. Volkanovski, Hooker, on a aussi des Tuivasa, des Tafa. Mais laissez-les tranquilles, les Tuivasa, les Tafa. Mais attends, tu veux que nous on les laisse tranquilles ou que eux ils te laissent tranquille? On dirait que t'es au bout, ça y est. Non, je pense que l'UFC devrait les laisser tranquilles. Bon, et donc, une belle carte, et Benoît Saint-Denis, il colle un peu à l'ADN des combattants qu'on a donné là, quand même. Tu vois, contre Hooker, forcément, la guerre, elle est promise. Les Français, il y en a quand même beaucoup qui sont bien classés, là, maintenant, à l'UFC. Donc, on peut quand même espérer, déjà, légitimement, qu'on va potentiellement, si elle gagne, il devrait recombattre pour une ceinture, sauf s'il se passe autre chose, mais on attend de voir. Fiorot, elle pourrait aussi recombattre. Imavov. On a 2 title shots quasiment assurés cette année. C'est sûr, ça. Hein. C'est sûr et certain. Et si Benoît venait à s'imposer là contre Hooker, peut-être que lui aussi, il est peut-être à un combat derrière d'un combat pour le titre. Combat donc entre Benoît Saint-Denis et Dan Hooker. On a hâte de le voir. Ça fait longtemps qu'on le veut. On en parle depuis longtemps. On se dit, tiens, tu sais, quand on regardait les top 15 moins de 70, on se dit, tiens, c'est qui les mecs qui pourraient quand même faire la plus belle guerre, et ça fait longtemps que ce combat-là, il arrive dans la discussion. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux hommes ont demandé un combat BMF. C'est-à-dire, Hooker, pendant un moment, on parlait de lui pour un éventuel combat BMF. Ils ont des arguments, en plus. de vrais profils pour être BMF, non ? Ouais, oui, complètement. C'est eux, c'est 2 profils qui pourraient l'avoir. Peut-être que, justement, à Saint-Denis, il va lui manquer cette victoire-là contre un mec, quand même, qui a une carrière autre, aussi un peu plus connu, pour pouvoir prétendre à des combats un peu plus paillettes comme la BMF, non ? C'est peut-être le combat charnière pour Benoît, là. On le dit à chaque combat. Mais après, écoute, là, ce qu'il est en train de faire en ce moment, ça, c'est incroyable. Hein, donc, je pense que si il bat Hooker comme il a battu Dariush... Hooker, pareil, un seul bonus sur ses 8 derniers combats. Ça commence à poser problème. On en parlait dans l'épisode précédent de la carte, pour des combattants qui peuvent être un peu vieillissants, qui, ça y est, comme Gaethje, qui a peut-être un peu moins de bonus qu'avant, qui a moins de... Il a toujours autant de bonus, mais qui a moins de finish. Il a moins de finish. Il a moins de combats aussi. Et Hooker, c'est un peu le même cas, en fait. C'est quelqu'un qui combat beaucoup moins ces dernières années. Mais pourquoi ? Parce qu'il a fait énormément de guerres par le passé. Franchement, avec Taylor, on pensait qu'après le combat contre Barbosa, il arrêterait sa carrière carrément. Finalement, il a continué. Il a continué de gagner, donc ce qui fait qu'il s'est maintenu dans les hauteurs du classement. Mais ces dernières années, il combat beaucoup moins. Et puis surtout, sa dernière performance qui laisse à penser contre Saroukian, effectivement, qui laisse à penser qu'il est peut-être plus dans les hauteurs du classement. Est-ce que Benoît, il n'a pas été élu Français de l'année par les internautes sur MC Sport Combat? C'est Nassourdine Imavov qui a pris ce titre de combattant de l'année. Benoît, il aurait pu le mériter aussi avec les 3 victoires qu'il a fait. Oui, on rappelle, Prépolek, Rofi, Dariush en fin d'année. C'est quand même aussi 3 victoires qui le mettent dans le top 10 des moins de 70. Est-ce que c'est quoi, tu le mets sur la première marche du podium en même temps qu'Imavov ou quand même deuxième, c'est normal? Après, Nassour a quand même fait des combats très importants et puis avec des classes et puis à un niveau légèrement plus élevé parce que c'est plus haut dans le classement.
mais c'est fou quand même, Ouais, malgré tout. L'année est folle. Antoine, le premier Français à combattre en 2026 à l'UFC C'est Benoît Saint-Denis. va s'appeler Benoît Saint-Denis. Ouais. Qui était le premier Français à avoir combattu en 2025? Le premier Français à avoir... C'est Taylor Lapillus? Non. Non, c'est en 2024. C'est 24. Le premier Français 2024, Taylor Lapillus. C'était pas la question du coup. Ouais, ouais mais bon, j'avais quand même une stat. C'est une info en plus. Donc le premier Français à combattre en 2025... C'est pas facile. Non, c'est pas Je facile. vous donne une info. C'était sur la même carte que Imavov contre Adesanya. Ce qui veut dire que Imavov a été le deuxième. Mais il y a un Français qui était sur cette carte-là, Fares. Fares Ziam. T'es les bons, Taylor. Et voilà, Fares Ziam, donc, qui était le premier Français à combattre à l'UFC en 2025. Désormais, pour 2026, c'est Benoît Saint-Denis qui prend cette place. Même si c'est lui qui est moins bien classé, on met Benoît Saint-Denis à l'honneur d'abord. Qu'est-ce qu'il doit faire pour battre Dan Hooker? C'est simple. Tout ce qu'il fait d'habitude. Utiliser son striking, rentrer avec les points notamment. Ouais. Il a un bon kick. Alors je ne sais pas si le middle est la meilleure option sur ce combat-là, de par le physique de Dan Hooker. Peut-être plus favoriser un travail en ligne basse avec sa jambe arrière, parce qu'il a une très bonne jambe arrière. Donc, et puis Hooker aussi un boxe en gaucher, de la même manière. Donc le coup va pas rentrer à l'intérieur. Quand même si on travaille de ça, remonte un petit coup de middle, parce que c'est une de ses marques de fabrique à Benoît. Donc le middle, qui est simple. Si je suis droitier, voilà, il va arriver sur le côté ouvert. Mais Hooker a tendance à boxer en gaucher. Mais même en gaucher, c'est-à-dire que même en gaucher, quand il va toucher malgré tout. Donc voilà, il y a sa jambe gauche à Benoît, on sait, qui est très efficiente, qu'il va pouvoir utiliser en low kick et au niveau du corps également, et puis ensuite utiliser son striking pour rentrer à chaque fois. Parce que Benoît, c'est quelqu'un qui frappe pour venir au contact. Et coller. Sachant la différence de niveau qu'il y a, en tout cas sur le papier, entre les deux, notamment sur la lutte et le grappling, Benoît a tout intérêt à coller Hooker sur le dos et de lui faire exactement ce qu'il fait à tout le monde, c'est-à-dire le coller, l'emmener au sol, le frapper. De là, Hooker va très probablement essayer de s'échapper, prendre son dos, et là, venir passer le bras et l'étrangler. Sachant qu'on sait en plus que Benoît n'a même pas forcément besoin d'avoir le bras sous le menton. C'est-à-dire que même le menton est pris, il va venir passer, verrouiller et c'est plié. Oh, le biceps, il est costaud, mon Taylor, j'aime bien. J'aime bien le biceps, quand il se contracte, on sent qu'il y a de la puissance. Donc, forcément, pour Benoît, voilà, vous l'aviez dit pour Pimblet contre Gaethje, je crois, il peut semer une forme de chaos, en fait, quand il amène au sol. Mais Benoît, il est un peu plus, pour le coup, complet, je trouve, que ne l'est Pimblet. Il y a aussi son clinch, on a vu, qui est intéressant. Il n'aime pas Pimblet, hein. Mais non, mais attends, je dis juste une vérité, c'est que je vois Benoît meilleur. Donc il y a juste, parce que ça au sol, forcément, Hooker est aussi dangereux en striking, donc il va coller, il va essayer d'amener ça. Il faut faire attention à sa défense en striking pour Benoît. Quand il est comme ça en phase offensive, même si depuis sa collaboration avec Nicolas Haute, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites aussi sur la manière d'amener les combats. Mais comment se préserver quand il va dans la boîte? Comment se préserver quand il est en phase offensive comme ça, Benoît? Écoute, en fait, il va falloir se préserver sur tout ce qui va être combat à longue distance. Entre nous, en avançant en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, il va falloir essayer de bloquer les coups ou les chasser et surtout rentrer avec une garde qui va pouvoir s'adapter un petit peu aux coups que vont envoyer Dan Hooker. Donc, essayer de chasser un maximum, essayer de bloquer ou d'esquiver et puis derrière, frapper et venir coller. Il ne faut pas s'attarder dans la mi-distance, ça c'est clair. Ouais. Alors, loin, il vient très près. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on a vu contre Benel Dariush, ça dure 16 secondes, il le met KO, etc. Est-ce que si finalement Dariush n'était pas tombé KO, il serait venu coller tout de suite? Il n'aurait pas prolongé cette phase de striking, vous croyez? Difficile de savoir. Non, mais d'après vous, c'est quoi la... Puisqu'on est en train de voir la tactique quand même qui devrait mettre. Ça va très vite aussi contre Benel. Mais le clinch de Benoît est bon aussi. Donc je pense que soit il doit travailler à cette distance avec Hooker, là où ils sont un petit peu à 50-50, soit il doit venir l'emmener au sol, mais surtout rester là, c'est une mauvaise idée. Parce que là, il y a tous les segments de Dan Hooker qui vont venir s'exprimer et du coup, ils vont mettre en difficulté Benoît. Ok, donc c'est vu pour Benoît Saint-Denis, vous privilégiez des phases assez courtes
en coupant cette distance, en distribuant son striking et en venant coller assez rapidement pour éviter de se prendre des coups en contre, par exemple. C'est-à-dire que historiquement, on a vu les combattants qui ont battu Dan Hooker, la plupart l'ont mis sur le dos. Ouais. C'est assez simple comme stratégie. Dan Hooker, que va représenter Taylor, mais c'est toi qui vas nous donner la clé pour Dan Hooker. Qu'est-ce qu'il doit faire pour battre BSD? Dan Hooker, c'est simple. En fait, lui, il est grand, longiligne, et il a un striking assez incroyable et très varié. Donc l'idée, c'est d'empêcher Benoît de faire... Benoît qui a un striking plutôt, on va dire, basique, en tout cas très conventionnel. Donc Hooker va essayer de le maintenir à distance. Donc il y a les kicks, bien sûr, et les armes de Hooker. Attention, chaque extrémité de son corps, ça c'est une phrase que Taylor connaît bien, chaque extrémité de son corps est une arme mortelle. Ce qui fait qu'il peut vous mettre KO avec un jab au moment où Benoît décide de rentrer. Aïe. Donc c'est le jab d'arrêt. Et le travail en kick, bien sûr, le type au corps, qui va toujours faire beaucoup de dégâts et qui va maintenir Benoît à distance. Donc le travail en low kick, bien sûr, pour casser les appuis. Le high kick jambe arrière. Attention à son high kick jambe arrière. Donc, comme il a tendance à changer de garde, il enverra plutôt de quel côté Dan Hooker? C'est ça qui est fou. Il peut envoyer les deux côtés. Il peut envoyer des deux côtés. Donc des fois, le high kick jambe arrière, jambe droite. Des fois, high kick jambe arrière, jambe gauche. Oh là. Ça fait mal. Et attention aux entrées aussi de Benoît, car quand Benoît rentre, voilà, le genou en contre, ça il le fait très bien. Et également le coude. Aïe, oui. Ouais. Aïe, bon. Donc, encore une fois, toutes les extrémités qui sont dangereuses et qui peuvent terminer un combat. Et il y a une autre force dans le style de Dan Hooker, il n'est pas réputé pour être un bon grappleur. Malgré tout, il a une guillotine. Franchement, il ne faut pas se jeter dedans. Et la tendance de certains combattants qui luttent, c'est qu'ils descendent dans les jambes et ils sont ramassés. Et lui, il ne va pas hésiter à se mettre sur le dos direct. S'il sent qu'il a le coup... Il va partir directement sur la guillotine. Je crois qu'il a pas mal de guillotines. Il l'avait tenté d'ailleurs dans son dernier combat contre Tsarukyan également. Et ça, on l'a vu, Benoît, quand même, pouvoir sortir assez aisément, réussir à tourner. Oui. C'est-à-dire que ça, normalement, avec sa technique à lui au sol, c'est quelque chose duquel il devrait réussir à sortir. En tout cas, s'il se retrouve dans cette situation, d'autant qu'il aura certainement travaillé, peut-être en regardant la carte, mais il saura comment se sortir de cette situation. Maintenant, je rappelle quand même que Tsarukyan s'est retrouvé pris dans la guillotine et il a dû faire un truc de contorsionniste pour sortir de la guillotine. D'accord, mais il a quand même laissé s'engager la guillotine avant de la défendre. Voilà, donc l'idée c'est c'est empêcher, avant que la guillotine soit en place, en fait, c'est contrôler au moins le poignet et pas le laisser. Parce que s'il a pas la guillotine Hooker, il va pas partir sur le dos, il va pas la tenter. Il va la tenter que vraiment s'il a passé l'avant-bras. S'il sent qu'il y a du danger. Et donc ça, c'est une action qu'il mettra en place en fonction de si Benoît Saint-Denis rentrait. Mais donc on est d'accord que pour vous, la clé de Dan Hooker, c'est le striking, changement de garde, déplacement et jouer sur cette distance pour pouvoir développer le coup sa d'œil également. Il a un bon coup d'œil, donc Ouais. il peut le cueillir quand il vient rentrer, bim, un coup, et ça peut être n'importe quel coup. Et comme on en a l'habitude, eh bien, Taylor, qui est encore dans... Non mais c'est vrai, on a l'habitude. Ça fait un moment. Ça fait un moment. De toute façon, Taylor, il aime bien gagner comme ça, tranquille, bonne décision. Ça, c'est les victoires que tu as contre Antoine ici, tu les apportes quoi? Des décisions, des KO, des soumissions? Non, il a eu de la chance, beaucoup de chance. Ouais, mais la chance peut provoquer quelque chose. Prise de risque, et les prises de risque ont été payantes à des moments, donc voilà. Victoire avant la limite, des petits étranglements tranquilles. Oui, voilà, c'est ça. Allez, un petit étranglement sur Antoine Simon, qui va peut-être essayer d'étrangler Taylor Lapillus sur ce premier pronostic, même si j'ai un petit doute sur le fait qu'on puisse vous départager sur ce combat-là. Effectivement, je vais plus me faire avoir comme la dernière fois, parce que j'ai perdu un point à cause de mon pronostic sur Benoît. J'avais pronostiqué une décision alors qu'il n'a jamais fait de décision. C'est toi qui y es allé. Hein. C'est vrai. Tu veux dire que tu as eu la main qui a été un peu forcée par Taylor? J'ai fait une prise de risque aussi, comme le dit Taylor. Ça aurait pu marcher, mais bon, finalement, ça s'est soldé en 30 secondes. Bon. Donc là, je vais pas prendre de risque. Voilà. Et je pense sincèrement en plus que Dan Hooker, c'est un match-up moins dangereux pour Benoît que Beneil Dariush. Donc je vois bien Benoît imposer sa stratégie habituelle, user Dan Hooker et finir par le soumettre. Ok, donc victoire d'abord de Benoît Saint-Denis et potentiellement par soumission. Taylor? Écoute, tout pareil. Je vois Benoît s'imposer sur ce combat-là et je vois bien Benoît finaliser Dan Hooker par soumission. Ok, donc vous avez le même prono, Benoît Saint-Denis la base et après potentiellement par soumission. C'est vrai que c'est tentant parce que c'est 69% de ses victoires qui sont par soumission. C'est énorme, sachant qu'il a quand même déjà un gros pédigré à l'UFC et qu'il a réussi à imposer ce genre de finition. Le match-up s'y prête. Et le match-up s'y prête, c'est vrai, peut-être plus que contre Beneil Dariush qu'il avait réussi à terminer autrement. Les gars, moi, ce que je vous proposais, parce que ça nous a quand même porté chance sur Benoît Saint-Denis, et je pense que c'est exactement le genre de stratégie qu'il pourrait mettre en place pour que ça se passe à nouveau. La supercote avec Benoît Saint-Denis qui l'emporte à la 2e reprise. Ouais. Franchement, c'est un de ses rounds un peu fétiches. C'est possible. Il l'a fait souvent.
Alors, bon, forcément, 1-2, c'est ce qu'il adore faire, mais le 2, il l'a fait souvent, et même à l'UFC. Et même quand il a perdu des combats, d'ailleurs, ça se termine au 2. Donc, par exemple, ça a été le cas contre Dustin Poirier, deuxième round. Donc, voilà, je vois bien cette petite prévision que je vous propose de pouvoir jouer sur un BetClick avec Benoît Saint-Denis, donc qui l'emporte à la deuxième reprise contre Dan Hooker. C'est le main event de l'UFC 325 Sydney. Ça va être magnifique, ça va être sur AMC Sport comme d'habitude. Et ça va être Volkanovski contre Lopez. C'est le combat dont on va parler maintenant. C'est une revanche avec Volkanovski qui a récupéré sa ceinture justement à l'époque en battant Lopez. Il n'y a pas eu de défense depuis. Est-ce que remettre Volkanovski dans la danse chez moins de 66, après que Topuria soit parti, c'était un peu la solution idéale pour l'UFC? Non, mais après, il méritait. Il a été champion à un moment, il a eu plusieurs défenses de titre. Rappelons qu'il a quand même pris des combats en short notice pour pouvoir sauver des événements où il a pris des risques, notamment contre Islam Makhachev. Exactement. Donc, c'est un bon compagnie-man. Oui, on ne peut pas oublier tout ça. Donc, il méritait d'avoir une opportunité pour pouvoir récupérer son titre. Il l'a prouvé d'ailleurs. Il l'a prouvé parce qu'il a battu le petit gars qui montait, donc Diego Lopez. Donc, voilà. Diego Lopez, depuis lui, il a recombattu. Une victoire contre Jean Silva, on va peut-être en parler, mais vas-y, t'as quoi à dire sur la victoire contre Jean Silva? Est-ce que c'est une victoire qui peut lui permettre de reprétendre tout de suite à un title shot comme il l'a contre Volka là? Je sais pas si ça peut lui permettre, parce que quand on voit la physionomie du combat avant le KO, c'est un peu inquiétant quand même pour Lopez. Maintenant, j'ai regardé la plupart de ses derniers combats. Lopez, en fait, il combat toujours de la même manière. C'est un guerrier qui est pas prêt à prendre un coup pour pouvoir en remettre un. Il est prêt à prendre 10 coups pour pouvoir en remettre juste un. Et là, il a un jeu très haut. Il a le menton toujours aussi solide ou pas? Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Que doit faire Volka pour battre Lopez, son challenger? Juste, teasing quand même, ça va ressembler normalement à ce qui s'est passé sur le premier combat. C'est exactement ce qu'il doit faire. Il a prouvé que ça fonctionnait, il doit le refaire. Tout simplement, frapper, bouger, se déplacer. En fait, il ne doit jamais rester dans une confrontation trop longue avec Diego Lopez. Parce qu'au moment où il va se planter pour échanger avec Lopez, là, il y a les marteaux de Lopez qui sont dans les mains qui peuvent passer. Donc, il doit frapper, 1-2, 1 en ligne, se déplacer, ensuite utiliser ses kicks, frapper là, toucher avec son jab. Il a un très bon jab, Volkanovski. Donc, utiliser son jab, frapper là, son jab, et sortir et toujours se déplacer à chaque fois. En fait, une des marques de fabrique de Volka, c'est comme il est plus petit que la plupart de ses adversaires, c'est lui qui donne le rythme un peu au combat et c'est lui qui ouvre les discussions à chaque fois. C'est ça, Il doit avoir il doit avoir ce rythme-là. Les déplacements aussi. Utiliser les très déplacements. Important pour lui, qui est toujours plus petit. C'est vraiment, à mon avis, c'est pas à mon avis, ça a été prouvé, il a réussi déjà une première fois. Il doit utiliser ça. Faire attention, encore une fois, à pas rester dans des échanges un peu trop longs avec Lopez. Et pas trop près non plus, parce qu'il y a une distance qui convient. Vraiment rester dans la distance où il va pouvoir travailler ici, shooter en bas, et ensuite après continuer à se déplacer et continuer à frapper et shooter. Ok, du striking donc de haut niveau avec beaucoup d'explosivité, beaucoup très aérien aussi, c'est ça qui doit appliquer. En fait, les déplacements, c'est la clé du succès du striking de Volkanovski. Parce que comme il est plus petit, il est obligé de savoir rentrer et sortir de la distance efficacement sans prendre trop de coups. Et donc des combinaisons assez longues, de 4-5 coups, le mettraient trop en danger ou pas? Le problème, c'est que Diego Lopez, lui, il n'y a pas de problème à prendre les coups. Donc ça veut dire que quand il va venir échanger avec Lopez, les coups vont passer, mais Lopez peut très bien arriver avec un large uppercut ou un large crochet qui va faire de gros dégâts à Volkanovski. Et ce qu'il faisait très bien dans le premier combat, Volkanovski, en fait, c'est qu'il est le premier sur l'action avec un jab. Lopez veut remiser, là il ressort de la distance avec son déplacement, et au moment où il a fini de remiser, il revient pour terminer l'échange et ressortir à nouveau. La gestion du in and out. Donc si c'est Volkanovski qui a la main, ça se passera debout, il essaiera jamais d'aller au sol contre Lopez. C'est risqué. C'est risqué, donc on reste là-dessus pour Volkanovski, et qui quand même, je voudrais le rajouter, lui qui n'était pas trop habitué à se prendre des trucs comme ça, contre Topuria et contre Makhachev, il s'est quand même bien fait éteindre. Donc ça pourra jouer aussi, peut-être mentalement. Est-ce que ça joue déjà contre un mec qui peut aussi striker comme Lopez? C'est fort. Ça joue, c'est KO. Ça n'a pas joué sur le premier combat. Est-ce que là, ça pourrait jouer? Est-ce que quand même, il a ça en tête? Un combattant, je sais pas, Taylor, il a perdu quand même assez récemment et s'est pris deux KO assez sévères. Est-ce que ça peut jouer dans la tête d'un combattant, même si depuis, il a renoué avec la victoire? Moi, je pense que si ça avait dû jouer, ça aurait déjà joué sur leur premier combat. Ok. Donc, il n'a pas eu beaucoup de combats depuis, ces deux KO. Il y a eu ce combat contre Lopez, justement. Ouais, mais Lopez en a eu un.
Donc moi j'ai envie de dire là il reprend exactement le même combattant, donc il refait ce qu'il avait déjà fait. C'est quand même une team avec des gars assez malins, donc non, je pense que globalement. Maintenant on a coutume de dire quand même qu'un combattant qui a pris un KO, 2 KO, 3 KO, plus il prend de KO en fait, moins il est résistant pour la suite. Au final il a pris un coup pendant le combat. Il était secoué 2 fois, il a fait 2 alertes. Il y a eu vraiment une alerte, la deuxième. Donc il y a eu une grosse alerte effectivement dans le combat. Mais il survit. Alors on va voir justement avec ce que va nous développer Antoine maintenant pour Diego Lopez. Lui, il a perdu le combat finalement. Donc même si on s'attend à un combat qui devrait ressembler au premier, est-ce que lui il va devoir appliquer la même tactique? Quelle est la clé de Diego Lopez? En fait, encore aujourd'hui, je sais pas c'est quoi sa tactique pour le premier combat. C'était se planter en face, prendre des coups, essayer de... Et attendre le coup dur. Il avait tout misé sur son bras. Vas-y Taylor, tu représentes Diego Lopez. Que doit faire le challenger? En fait, ce qui va changer par rapport au premier combat, parce que c'est le même combattant, l'a dit Taylor, en fait, la petite nuance dans ce combat, c'est qu'au début du combat, Lopez s'est positionné en contreur. Alors, je vais faire Volkanovski. En fait, Volkanovski rentre pour frapper, il ressort, il rentre, et lui, il attend pour le contrer. Sauf qu'à partir de la moitié du combat, quand Volkanovski commence à fatiguer un peu, il a décidé d'avancer, de mettre la marche avant. Et quand il met la marche avant, ça marche tout de suite un peu mieux, parce qu'il oblige Volkanovski à se déplacer davantage, à ne pas rester en face. Volkanovski, en plus, ne peut pas rester dos au grillage, donc il est obligé de faire beaucoup de déplacements. Et surtout, pendant qu'il se déplace, il est moins à l'aise pour frapper. Et à ce moment-là, lui arrive à placer ses combinaisons. Donc il y a quelques coups qui arrivent à passer quand même. Mais comme j'expliquais précédemment, en fait, Diego Lopez, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre 10 coups pour pouvoir en mettre un. Et encore, le plus fou, c'est qu'il prend 10 coups avant de mettre son coup et il reprend 10 coups après, derrière. Donc c'est 20 coups en coup qu'il a pris dans la tête. Malgré tout, le seul coup qu'il envoie, ça peut être un uppercut, notamment au moment où il rentre. Bam, oh là, ça peut faire la différence. Et comme on disait pour Volkanovski, qui a pris quand même 2 gros KO dernièrement, face à des gros punchers comme Lopez, il suffit d'un coup en fait pour Lopez. Un uppercut, un crochet bien placé. Ouais. Ça prouve quand même qu'il a un gros mental. Mais ça prouve aussi que lui, il faut qu'il aille au finish parce que comme il encaisse beaucoup de coups, il y a aussi quelques dégâts qui sont pris en chemin. Donc théoriquement, si on va à la décision et qu'on reste sur cette tactique-là, on n'est pas bien pour Diego Lopez. Faut qu'il aille au carton. Faut qu'il aille au carton. C'est pour ça qu'avancer, c'est mieux de prendre les rênes du combat. Et à côté de ça, il y a toujours l'option sol, bien évidemment. Alors voilà, comment est-ce que Lopez pourra amener Volka au sol, sachant que juste Volka, il est très bondissant, très jaillissant, il se déplace beaucoup comme une bonne défense de lutte. Mais c'est très dur de le garder au sol. Ouais. Comment on sait que Makachev avait eu du mal. C'est pour ça que la stratégie de Lopez, c'est un peu comme Paddy Pimblett qu'on a évoqué il n'y a pas si longtemps. En fait, il n'a pas vraiment de lutte à faire valoir contre Volkanovski. Vas-y, Taylor, si tu veux bien, en jouant la lutte de Lopez. Non, mais il n'a pas vraiment de lutte, c'est ce que je suis en train de dire. Il en a pas vraiment, mais il est obligé de rentrer. Sa stratégie pour envoyer au tapis, c'est les points. Okay. Voilà, c'est bim, il le secoue, là je suis tombé par terre, et c'est là où il va réagir vite. C'est-à-dire, le Volkanovski est sonné, mais il n'est pas encore out. Et là, bim, il attaque sur une guillotine depuis la montée, par exemple. Ça peut être un étranglement arrière au moment où Volkanovski essaie de s'échapper. Comme ça, hop, laisse-moi tranquille. Non, voilà. Et à côté de ça, même si Volkanovski parvient à se retourner à ce moment-là, il y a toujours la crainte du triangle, parce qu'il a un triangle exceptionnel. Hop, merde. Au moment où je voulais me remonter, voilà. Je suis pris en triangle et là, je suis obligé de taper. Le oh merde, il était trop beau. Vous avez naturel. Oh merde, il m'a dit. Mais j'essaie de m'en sortir et il m'a attrapé. Ok, très bien. Voilà, vous étiez bien coordonnés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier combat était quand même très net en faveur de Volkanovski. Il a la bonne stratégie, il a tout pour gagner. Maintenant, je me souviens encore du dernier combat de Lopez contre Jean Silva, où il se faisait remplir pareil, de la même manière que contre Volkanovski. Et pourtant, il a trouvé la solution. Et je pense que Volkanovski, c'est bon. Son heure est passée. Et Lopez, c'est le futur de la catégorie. Et je pense que la magie va opérer sur ce combat. C'est-à-dire qu'il va réussir à le connecter et il va l'éteindre. Ok, donc Lopez vainqueur du combat, c'est pour toi. Je vais te dire même Lopez vainqueur par KO. Et donc par KO en plus, ok. Se faire remplir, on l'utilise, c'est vrai que c'est un terme très MMA, se faire remplir. Ou très sport de combat. Ouais, c'est pas très cool comme terme. C'est pas très cool, mais Antoine Simon l'a utilisé pour l'ancien champion point for point. C'est pas très respectable, mais c'est comme ça de la part d'Antoine. On t'écoute, Taylor, pour le prono sur ce combat. Écoute, moi je vais prendre un risque. Parce que ce que dit Antoine est très probable quand même. Faut qu'on soit honnête, faut pas même si Volkanovski est le champion et qu'il l'a déjà battu, il y a quand même une espèce de magie dans les points de Diego Lopez qu'il faut respecter. Malgré tout, je pense que le champion va rester champion et que Volkanovski va réussir à trouver la solution une deuxième fois. Ok, Volkanovski, donc
Tu dis Volca plutôt de la même manière, aller jusqu'à la décision, pareil, oui, pas réussir à éteindre la lumière parce que grosse résistance de Lopez. Grosse résistance, plus malin, meilleur fight IQ. Et quand on voit le dernier combat de Diego Lopez, même s'il gagne de manière assez brutale et spectaculaire, malgré tout, on se rend bien compte que voilà. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. donc je pense que... C'est bien, ça tire à balles réelles. Je pense que Volkanovski va trouver la solution. Donc tu crois au second souffle de Volkanovski qui a été confirmé par sa victoire la dernière contre Diego Lopez. Très bien. Eh bien, c'est là-dessus qu'on pourra vous départager sur cet épisode de la carte, puisque vous étiez d'accord sur Benoît tout à l'heure. De mon côté, ce que je vais proposer va aller dans le sens d'Antoine Simon avec Diego Lopez qui l'emporte, mais à la 5e reprise. Victoire par Diego Lopez à la 5e reprise, parce que c'est vrai que le cardio... Possible, hein. Tous les rounds, en fait, c'est possible. Moi, je l'explique, mais comme d'habitude, dans mes avis, je l'ai fait aussi par rapport à ce que vous dites avant dans les démonstrations. Volkanovski, à mi-combat, il pourrait baisser un petit peu en régime physique, perdre un petit peu de son cardio, et donc de la stratégie pourrait fonctionner, sa capacité de déplacement. Et à l'inverse, Diego Lopez, même s'il est fatigué, ce qu'il a de magique dans les points, c'est que ça peut marcher à tout moment. Donc, je vais pronostiquer, c'est la Supercote forcément, il y a plus de risques. Une victoire de Diego Lopez à la 5e reprise contre Volkanovski. À chaque fois qu'on commence une séquence comme ça, je suis obligé de vous dire hey, les gars, calmez-vous là. Pourquoi vous tapez tout le temps en fait? Non, parce que là, il était en train. C'est Antoine qui a. C'est lui qui est. C'est quoi? Il y a un complexe, il y a un truc. Tu veux prouver quoi? Il est comme ton petit frère de 8 ans qui regarde Bruce Lee. Qui a envie d'essayer un truc à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il y a un syndrome Bruce Lee alors. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Moi, je suis l'ancien qui lui fait ça et s'envole, mais bon. Mais bon, ton visage, il est toujours bien épargné pour l'instant. Il fait comme il peut. Hein. Il fait comme il peut, mais il le fait bien quand même. Il le fait bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc entre vous, mais c'est ça que je kiffe aussi. Quand il met un coup de pied, il fait PAU. Il fait les bruits avec. Il fait les bruits. Parce qu'il aime bien t'aimes bien les animés, les trucs un peu. Il rajoute les effets spéciaux quand il met un coup. Bon, on va engager des qu'on ralentit aussi. Tu sais qu'il y a des mecs dont c'est le métier quand même, parce que toi tu le fais moyen bien quand même. Il y a des mecs de se battre, c'est le métier, des mecs comme lui, tu vois, tu le fais moyen bien. Et les effets spéciaux, c'est moyen aussi, mais tu le fais pas mal. Le combiné rend un truc pas mal quand même. On est fiers de toi. Justement, en parlant de combiné, je vais vous en proposer un qui va regrouper, quand même, je suis d'accord avec toi, parce que Benoît Saint-Denis et Diego Lopez. Ouais, ça marche. Ok, c'est ce que je propose donc pour le combiné à faire potentiellement, si vous voulez jouer ça sur BetClick, évidemment. Merci à tous les deux. Merci à toi, Charles. Arrêtez là, comme d'habitude. Je serai très heureux de vous retrouver sur d'autres épisodes de la carte, évidemment, en 2026. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent sur cette émission. Aujourd'hui, il y avait Anthony Starpini, Nicolas Lepin, Christophe Jallela et tout le monde autour d'eux. On se retrouve très très vite en 2026 et dans la carte. Ciao.